vous entretenir d'un problème qui est important, un problème de santé publique, et qui commence à prendre des proportions alarmantes. Et c'est le diabète. Qui, dans sa famille, dans son entourage, n'a pas un ou plusieurs diabétiques? Alors, le point de départ, pour vous situer l'ampleur du problème, je tiens à vous informer qu'il y a un peu plus d'un quart de siècle, il y a environ 25 ans, la proportion de diabétiques dans le monde était de 200 millions de malades. Actuellement, en l'an 2016, elle est plus de 400 millions de diabétiques. C'est dire que le chiffre a pratiquement doublé et ça devient vraiment inquiétant. Vous n'êtes pas sans ignorer que le diabète présente une lourde charge pour les dépenses de santé publique. En médicaments, la facture est très lourde déjà. Et pour les dommages, je dirais les dommages inhérents à cette maladie, ils le sont davantage. Pour, par exemple, une maladie qui se greffe sur le diabète, c'est les rétinopathies diabétiques, pour lesquelles il faut un ensemble d'examens et de traitements. Les risques de gangrène générés par cette maladie, hélas, et qui souvent vont vers l'amputation. Donc, on va avoir une population de handicapés qui va gréver le budget de la santé publique. Alors, le point de départ de cette étude, ça a été une réflexion sur un vieux médicament qui est l'aspirine. Un retour sur la bonne vieille aspirine. Je commençais à réfléchir sur un des aspects, un des effets de l'aspirine, à savoir l'aspect anti-agrégant plaquettaire. Je me suis dit, dans notre cursus, on ne nous a jamais expliqué pourquoi l'aspirine était anti-agrégant plaquettaire. De ce fait, j'ai interrogé bon nombre de mes confrères, spécialistes, généralistes, des sciences médicales. Est-ce qu'ils savaient pourquoi l'aspirine était anti-agrégant plaquettaire? Personne, je dirais personne, ne m'a formulé une réponse claire et adaptée. J'ai émis l'hypothèse que l'aspirine se désagrège en deux parties. Une partie qui est l'acide acétylsalicylique, le principe du vinaigre, et une partie qui est l'acide salicylique. Vous n'avez qu'à sentir un comprimé d'aspirine et vous allez sentir l'odeur de vinaigre. Ceci dit, je voulais comprendre comment se passait l'effet anti-agrégant plaquettaire. J'ai émis l'hypothèse de départ que l'acide acétylsalicylique allait se lier au facteur 4 de la coagulation sanguine, et qui est le calcium. Donc elle va donner un acétate de calcium soluble. De ce fait, la coagulation ne se faisait pas. Mais entre l'hypothèse de départ, l'explication théorique, il fallait confirmer les résultats par un aspect pratique. J'ai pris donc deux flacons de sang, un flacon témoin et un flacon essai, et j'ai mis 2 gouttes de vinaigre dans le flacon essai. Le flacon témoin a mis environ 3 à 4 minutes pour coaguler, et le flacon essai a mis plus de 2 heures pour coaguler. Donc la preuve
de l'effet anti-agrégant plaquettaire et les mécanismes d'action étaient faits. Donc c'est le calcium. J'ai pris ce résultat comme extrêmement important, puisque je me suis rendu compte que le calcium était un élément important pour notre organisme, et j'ai commencé à m'intéresser à une maladie qui est le diabète. Pourquoi le diabète? Tout simplement parce que cette réaction d'acétylation du calcium était suivie curieusement par un effet hypoglycémiant, c'est-à-dire que l'aspirine, elle fait descendre le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est considérable comme examen. J'ai couplé ce résultat avec un autre produit connu comme antidiabétique qui fait partie de la famille des sulfonylurées, pour parler un jargon de biochimiste. C'est le diamicron. Le diamicron, curieusement, il est antidiabétique, je ne vous apprends rien, puisque il rentre dans les schémas de traitement, certains schémas de traitement du diabète. Et cet effet est couplé par un effet anti-agrégant plaquettaire. Voilà qu'un antidiabétique a un effet anti-agrégant plaquettaire. Et donc la corrélation de ces résultats a été faite avec l'aspirine. J'ai commencé à m'intéresser au diabète, et vers les années 98, j'ai eu en ma possession un document élaboré par l'Organisation mondiale de la santé, par un groupe de personnalités scientifiques venues des quatre coins du monde, des spécialistes du diabète, des diabétologues, et qui se sont penchés sur la problématique du diabète. Ils ont élaboré un document publié en 1994 à Genève et qui s'intitule « Le diabète sucré dans le monde ». Là, ils ont décrit la problématique du diabète. Quels étaient l'ensemble des problèmes posés aux spécialistes par cette pathologie vraiment très importante et quelquefois très invalidante. Alors le premier point développé par ses confrères, c'était pourquoi cette distribution inégale du diabète dans le monde. Et l'OMS a pris en charge les études épidémiologiques pour voir où le diabète était le plus répandu. Ils sont arrivés à établir une courbe, c'est une asymptote, donc écrasée aux deux extrémités, une courbe concave, avec les extrémités étriquées aux extrémités, à savoir sur les ordonnées et sur les abscisses. Les ordonnées représentant les pays où ces enquêtes ont été faites sur le diabète, et les ordonnées, plutôt les abscisses, c'était l'incidence épidémiologique du diabète. Eh bien, on a constaté quand même des chiffres assez évocateurs et significatifs du diabète dans le monde. Pourquoi cette distribution inégale? Quand on prend un diabétique en Europe, bon, pas en Europe, en France, en Italie, la proportion rencontrée dans les pays nordiques, elle est 10 à 20 fois plus importante. C'est quand même une comparaison qui mérite
des explications. En tous les cas, on peut constater, lorsqu'on on analyse leurs données de la distribution des pays où le diabète pratiquement tend vers zéro, ou pratiquement est infime, ce sont généralement des pays à configuration volcanique montagneux. Je prends un exemple, tous les pays qui longent la cordillère des Andes ne sont pas frappés vraiment par le diabète, ou très peu. Il y a à cela, on peut greffer les habitudes alimentaires, qui ne sont pas les mêmes. Et au contraire, au niveau de l'incidence épidémiologique, les pays les plus frappés, ce sont les pays nordiques. Et je cite, c'est le Danemark, c'est la Suède, la Finlande, qui sont les plus touchés par cette pathologie. Où, curieusement, le diabète voisine en forte proportion avec une autre maladie, le psoriasis, et les cancers. Donc, en résumé, le diabète est beaucoup plus répandu dans les pays dits nordiques. Un peu de pays comme le Canada, les Pays-Bas, la Belgique. Et je me suis penché sur l'hydrogéologie parce que j'ai pensé que l'homme est très étroitement lié à son environnement. Il est lié à la nature du sol, du sous-sol, du site qu'il habite, collines, plaines, vallées, montagnes, littoral. Et j'ai vu que une ère géologique qui est bien connue, il y a des millions d'années, c'est le Crétacé. Le Crétacé, vous pouvez voir cette définition sur le Larousse médical, le Larousse, tout court. Le Crétacé s'est développé, s'est étendu sur l'ensemble de l'Europe du Nord. Le Crétacé, c'est quoi d'abord, sur le plan géologique? Eh bien, c'est la craie. La craie s'est déposée donc sur l'ensemble des pays de l'Europe du Nord. La craie, c'est quoi, chimiquement parlant? C'est du carbonate de calcium. Cela veut dire que les eaux qui circulent vont être imprégnées de calcium, de calcaire. Et je sais, par des gens qui sont partis dans ces régions, que les eaux de ces pays étaient très calcaires. Ce qui peut expliquer, en partie, l'invasion, je dirais, calcique de notre organisme. Couplé avec la faiblesse de l'ensoleillement, couplé également avec les habitudes alimentaires. On sait que les pays nordiques consomment beaucoup et exportent beaucoup de produits laitiers. Peut-être que la réponse est à ce niveau. L'ensoleillement, c'est connu, ce sont des pays qui sont très peu ensoleillés. Pourquoi je vous dis cela? Parce que on sait que une substance qui est la corollaire du calcium, c'est bien la vitamine D. Donc il y a une insuffisance de production par la peau, par notre épiderme de la vitamine D. Donc ça va donner une mauvaise utilisation ou une sous-utilisation du calcium ingéré. Ajoutez à cela l'importance des produits laitiers, surtout le lait de vache et les produits dérivés, les yaourts, les fromages. Tout ça empoisonne en quelque sorte
notre organisme et conduisent au diabète. On va voir les autres points de la problématique. Ceci posé, l'OMS, dans ce groupe de diabétologues, a posé un deuxième problème concernant cette pathologie, et qui est pourquoi les enfants de la petite enfance nourris au lait de vache présentent un diabète. Tout simplement parce que les enfants nourris artificiellement au lait de vache, plutôt que le lait maternel, vont avaler une quantité très importante de calcium et très peu de vitamine D. J'ai comparé les compositions du lait maternel et du lait de vache. La proportion est 4 fois supérieure dans le lait de vache par rapport au lait maternel, et à l'inverse, la vitamine D est existe très peu dans le lait de vache, alors qu'elle est plus importante dans le lait maternel. Un des autres points de cette problématique, pourquoi il existe des médicaments qui causent le diabète, qui sont diabétogènes. Je cite de mémoire un médicament qu'on prescrit classiquement dans l'hypertension artérielle, dans les schémas de traitement de l'hypertension artérielle, qui est un diurétique, c'est l'hydrochlorothiazide aminoride, le mot diurétique. Le mot diurétique, effectivement, pour des malades qui le prennent depuis plusieurs mois, présente un diabète généré par la prise de mots diurétiques. Et je me suis penché sur le fonctionnement de ce mot diurétique. Il laisse excréter tous les ions, tous les minéraux, sauf le calcium qui est stocké. Un deuxième médicament qui n'a rien à voir avec le mot diurétique et qui est un anti-épileptique qui a été prescrit dans le traitement de l'épilepsie, c'est la phénitoïne ou dihydan. Le dihydan, dans son fonctionnement, il perturbe le métabolisme de la vitamine D. Qui dit perturbation de la vitamine D dit perturbation du calcium. On va continuer dans cette analyse à voir les autres points présentés par ce groupe qui a énormément travaillé, qui a travaillé plus d'1 mois pour établir ce document, et ils se sont penchés sur le diabète dit de la grossesse. C'est un diabète décrit comme pouvant être transitoire, mais qui peut s'installer à la 2e ou 3e parturition. Lorsqu'on examine le chamboulement hormonal de la mère procréatrice, on constate que une substance qui est l'œstrone grimpe à des taux 10 fois supérieurs à la première semaine. Au bout de la 8e semaine, ce taux est triplé. Je voudrais un peu revenir en arrière et vous faire comprendre quelles sont les particularités du calcium. Le calcium a 2 propriétés. C'est l'affinité qu'il présente pour de nombreuses substances biologiques, dans l'œstrone, nous parlons, des protéines, les glucides, les triglycérides, le cholestérol, les corticostéroïdes, toutes ces substances cherchent à happer en quelque sorte le calcium.
Le deuxième problème, vous m'excuserez de cette digression, c'est l'action du calcium sur des cellules qu'on appelle les mastocytes qui siègent au niveau pulmonaire. Lorsque le calcium pénètre dans ces mastocytes, deux substances vont sortir. C'est la première substance, c'est l'histamine, et la deuxième substance, c'est la sérotonine. La sérotonine est connue comme la déperdition de sérotonine est connue comme une substance qui génère les dépressions, et l'histamine qui génère elle génère des allergies. Ceci dit, je continue encore dans la digression. La vitamine D, lorsqu'elle est en quantité assez importante, elle va bloquer, lorsqu'elle est produite en quantité importante, elle va bloquer, empêcher la pénétration du calcium dans les mastocytes et empêcher la sortie de sérotonine. Ceci explique pourquoi, dans les pays nordiques, le succès fait par les traitements, par la luminothérapie, la photothérapie. On place les patients pendant quelques heures devant une lampe, et avec un casque, bien sûr, et les patients se sentent mieux, sinon aussi bien qu'avec la prise d'antidépresseurs. Donc, l'importance de la vitamine D avec le calcium est établie. La relation est extrêmement complexe parfois, et je reviens à l'augmentation de l'œstrone chez la femme enceinte, qui présente ce qu'on a appelé un diabète de la grossesse. Donc l'œstrone va monter considérablement dans son organisme et elle va capter le calcium circulant. D'où le diabète. Alors une quatrième pathologie, type de diabète, décrit dans le monde, c'est le diabète de malnutrition, qu'on voit surtout dans les pays de la zone subsahélienne. Alors, on sait que des pays comme la Somalie, l'Éthiopie, principalement, les pays du Niger, présentent donc ce type de diabète, dit de malnutrition. Le parallèle est à établir avec une région en Algérie, qui est la région d'Imzab, où on accuse des taux importants de diabétiques. On a cru pendant longtemps que c'était dû, on n'a pas avancé de raisons claires, on a cru que c'était des raisons endogamiques, des mariages entre eux. Hein. C'est une population qui a la réputation de ne pas se mélanger aux autres populations. Hein, les Mozabites se marient entre eux. En fait, l'explication est ailleurs, et le parallèle est à établir avec les pays nordiques. Les pays nordiques ont été envahis par le Crétacé, qui, je le répète, est du carbonate de calcium. La wilaya d'Imzab recèle dans son sol et son sous-sol d'importantes quantités de gypse. Le gypse, c'est du sulfate de calcium, donc ça va entraîner des eaux sulfatées et calciques qui vont donc agir sur la pathologie du diabète.
Et c'est une cause, je pense, essentielle pour développer un diabète. D'autant plus que l'ensoleillement, il n'y a pas de problème d'ensoleillement, c'est la région du sud. L'alimentation, je ne pense pas que les Mozabites consomment énormément de produits laitiers issus de la vache. Ils consomment surtout des produits laitiers issus de la chèvre, qui sont beaucoup moins toxiques. La caséine est plus digeste, la protéine du lait de chèvre est plus digeste. Donc c'est la première consommation de l'être humain, c'est l'eau. L'eau qui est indispensable à notre survie. On consomme de l'eau tous les jours. Et on avale du calcium sulfaté tous les jours. Ce qui explique que le diabète est prédominant dans cette wilaya du Mzab. Voilà. Alors la plante, la cassave ou manioc, pour calmer la faim de ces populations, ils la consomment pratiquement tous les peuples de ces régions consomment du tapioca ou du manioc. Et ce manioc est très riche en glucides, d'une part, d'autre part très riche en calcium, en sel de calcium. Et ce sel de calcium est probablement à l'origine de cette pathologie de diabète dit de la malnutrition. D'ailleurs, curieusement, à l'autopsie de ces malades décédés des suites du diabète, on trouve un pancréas dit fibrocalculeux. Donc ce n'est pas un hasard. Non seulement le pancréas est de nature fibreuse et il est rempli de petits cailloux, en quelque sorte. Donc voilà, grosso modo, les différents points de la problématique du diabète et l'explication qu'on peut donner sur les raisons de ces pathologies. Donc, diabète classique, diabète de la grossesse, diabète de malnutrition, diabète de la grossesse quand on dit gestationnel, diabète de malnutrition, diabète de la petite enfance, diabète généré par les médicaments associés. Alors je voudrais revenir un peu sur un fait décrit dans la littérature médicale, dans ce document, c'est que lorsque les Israéliens ont décidé de transplanter leur corps religionnaire, les Juifs Palachas, en Israël, qui mouraient de famine, lorsqu'ils les ont transplantés en Israël, eh bien, beaucoup sont devenus diabétiques. Et ce n'est pas un hasard. L'explication que je donne, c'est que la première intention d'un peuple qui veut secourir un autre peuple, surtout qui meurt de faim, c'est de leur donner des aliments liquides. Et ces aliments liquides ne peuvent être que le lait et les dérivés du lait. Voilà donc l'ensemble des points que je soulève dans cette pathologie importante et pour laquelle il faut agir vite, soit par les habitudes alimentaires, parce que tout est lié à l'alimentation, tout est lié à l'alimentation. Certains pays qui voient leur alimentation, je dirais, modifiée pour des raisons quelconques, des raisons de mimétisme, connaissent subitement un accroissement
du diabète, surtout alors qu'ils ne consommaient pas des produits laitiers, surtout issus de la vache, je dis bien surtout issus de la vache, eh bien, ils vont connaître un problème de diabète. Voilà donc les principaux points évoqués, et ceci nous donne en conclusion, nous laisse imaginer un régime alimentaire adapté, à savoir que il y a intérêt à consommer des aliments non seulement frais, c'est l'évidence, mais des aliments issus, faits de légumes et de fruits, principalement, à éviter, je vais vous dire pourquoi, à éviter les viandes rouges, comme le bœuf, l'agneau, et consommer des viandes blanches. Et dans cette optique, le meilleur aliment, c'est les œufs. Pourquoi les œufs? Parce que les œufs, comme la dinde et le poulet, sont très riches en vitamine D. Alors que dans l'agneau ou le bœuf, il n'y a pas de vitamine D. Là, je vous donne les proportions pour 2 œufs consommés. Nous avons un apport de 54 mg de calcium et de 720 unités internationales de vitamine D. C'est quand même important. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est la meilleure démonstration, contrairement à ce que disent certains confrères, ce que disaient certains confrères médecins à propos de l'alimentation par les œufs. Ils objectaient que ça contient du cholestérol. Le cholestérol contenu dans les œufs n'est peut-être qu'un bon cholestérol. Pourquoi? Parce qu'il y a une séquence, je vous parlerai après dans un deuxième volet, des séquences possibles. Le calcium est lié non seulement à la lécithine, il est lié à la vitamine D et au cholestérol. Donc cette séquence, calcium, cholestérol, vitamine D, donne une séquence heureuse. La preuve épidémiologique, on peut la trouver. Dans certains pays, les pays qui consomment le plus d'œufs, qui sont en bonne santé, sans pathologie invalidante, c'est le Japon. Non seulement c'est un gros consommateur de poissons, mais c'est le plus gros consommateur d'œufs dans le monde. Suivi de près par les Anglais, qui ne connaissent pas le régime alimentaire prôné et classiquement utilisé par les Anglais, c'est les œufs au bacon. Donc ils ont un apport quotidien de vitamine D régulière, et quand on sait l'importance de cette vitamine hormone, je vous en parlerai dans un deuxième volet où je vais décrire les propriétés méconnues de cette substance et le mode de fonctionnement de celle-ci. Voilà, pour ce premier volet, je vous remercie, c'est terminé.